Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Tome 1. Principes éternels et universels de l'art de gouverner. Définition. Gouverner, c'est assumer légitimement l'exercice du pouvoir afin de mettre une communauté nationale, quelle que soit celle-ci, en équilibre sur ses appuis naturels par rapport à son contexte toujours changeant et incertain et à la totalité de ses membres et de l'y maintenir sans violence, de manière à conduire, par l'impulsion qui crée le mouvement en avant dans le calme, la légèreté et la rectitude, ensemble de ses citoyens à la conquête du destin nécessaire, futur, national, cohérent, solidaire et équitable que ce peuple porte en lui, et dont la conquête garantit par l'intransigeant respect de ses facteurs déterminants, les conditions de l'identité indépendance, de l'unité et du maintien de l'ordre de la dite communauté nationale. Par ces raisons, tout gouvernement est nécessairement démocratique, faute de quoi il ne serait qu'une forme quelconque de l'oppression. C'est pourquoi, ces développements ne sauraient concerner exclusivement que le gouvernement d'une république démocratique de souveraineté nationale, celle-ci, quelle qu'en soit la nature, communauté entrepreneuriale ou territoriale, et ne peut être qu'une république de rois, gouvernée par l'un d'entre eux, appelée à la magistrature suprême momentanée par la volonté de la nation, seule détentrice exclusivement et essentiellement de la souveraineté nationale, laquelle ne peut être exprimée que par la décision souveraine de ensemble de ses citoyens. Tout est dit. Tout le reste ne sera que commentaire de cette définition. Titre 1er, le cadre de la fonction de gouvernement. Chapitre 1 La nation, la république, la démocratie, l'État. Tous les ensembles peuvent être dirigés. Seule une nation républicaine et démocratique de souveraineté nationale peut être gouvernée. La nation. Une nation est toute communauté distincte des individus qui la composent, et est titulaire, essentiellement et exclusivement, de sa propre souveraineté. Certes, on sait qu'une nation est une catégorie vivante dont la vie et la mort sont aléatoires au même titre que toute vie et toute mort. L'histoire est un cimetière de nations qui auraient pu naître avec un peu plus de chance. Le monde contemporain est un monde de nations qui aurait pu ne pas naître sans que l'humanité en fût troublée. Rien ne peut en effet éliminer la part d'arbitraire, de hasard historique qui commande au succès ou à l'échec du processus de formation d'une nation à partir d'une communauté ethnique, d'une nationalité informelle, de la rencontre prodigieuse de peuples divers avec un territoire qui leur devient commun ou avec une dynastie porteuse d'une ambition qui la dépasse. Il n'y a donc de réalité nationale que dans le sentiment national. Il n'existe de nation ou de famille que dans la faculté et la volonté de chacun et de tous de se reconnaître et de se revendiquer membres d'une même collectivité nationale ou familiale. Une nation, c'est le sentiment de partager une même histoire, c'est le souvenir d'efforts en commun affrontés, c'est la volonté de bâtir en commun un même destin et d'en partager équitablement les charges et les fruits, d'assumer l'honneur collectif comme de souffrir de mêmes affronts. Bref, une nation n'existe pour ses membres que dans la mesure où elle est perçue et revendiquée pour telle par chacun d'eux et tous ensemble. Réciproquement, il n'y a pas de fondement naturel à l'existence d'une nation et partant de là, à sa légitimité internationale, d'être reconnu comme un État, que par sa faculté à se faire reconnaître comme tel au sein de la communauté des États déjà institués, en inspirant à chacun d'eux la certitude de sa faculté comme de sa volonté, appuyée par ses propres moyens, à faire respecter la réalité de son fait national en son identité et son indépendance souveraine. Ce ne sont donc point les faits qui bâtissent une nation, mais le sentiment. C'est bien là l'évidente raison qui unit aussi indissolublement tout fait national, à une nécessaire réalité consensuelle. On ne peut en effet par la contrainte, voire même l'oppression, obliger quiconque à penser ce qu'il ne pense pas, à éprouver ce qu'il ne ressent pas ou à demeurer longtemps, dans une terre qui lui devient étrangère à force de lui être hostile. Il n'y a donc de réalité nationale que par l'adhésion de tous et de chacun. De ce fait, l'histoire de chaque nation se confond avec l'histoire du consensus autour duquel elle s'est progressivement constituée. La République. Contrairement à tous les abus de langage, la République ne se peut exclusivement définir comme un régime politique qui ne serait pas une monarchie héréditaire à la tête de laquelle se situe un roi,
généralement dénué de tout pouvoir autre que symbolique, mais un régime qui reconnaît l'existence, entre ses membres, d'un bien commun ou res publica, qui n'appartenant à personne n'appartient en fait qu'à lui-même et dont nul ne peut disposer, car toute république est nécessairement une et indivisible. À ce titre, on peut dire que royaume, nation et république représentent des termes à peu près parfaitement synonymes. Certes, jadis, aux origines, les royaumes appartenaient par droit de conquête à ceux qui s'en étaient emparés, et devenus leur patrimoine personnel, ils étaient à leur mort, partagés plus ou moins équitablement entre leurs héritiers, lesquels n'avaient d'autre ambition que de se guerroyer entre eux afin de conquérir une part supplémentaire d'héritage. On doit ici rappeler succinctement comment, par quelle succession de hasards, les royaumes, notamment le royaume de France, échappèrent progressivement au partage entre les fils du roi défunt et comment le roi, lui-même, ne put plus disposer à son gré du royaume et en céder une partie à l'issue de guerres malheureuses. La règle du partage entre les fils du roi défunt tomba en désuétude au profit de la tradition de la primogéniture mâle par le fait du hasard. Quand on étudie la généalogie des premiers rois de la Francia Occidentalis, instituée au traité de Verdun d'août 843 au bénéfice de Charles II le Chauve, on aperçoit que la plupart d'entre eux n'eurent qu'un fils survivant, ce qui rendait inutile le partage du royaume. Ce hasard se continua avec Hugues Capet, qui également n'eut qu'un fils, Robert de Le Pieux. Au décès de celui-ci, son fils aîné, Henri Ier, déjà couronné du vivant de son père et associé au trône, aurait dû facilement lui succéder, si sa mère, Constance de Provence, n'avait souhaité que la couronne revînt au puîné Robert. Il s'ensuivit un conflit entre les deux frères qui ne prit fin que par l'accord selon lequel l'aîné Henri cédait à son puîné Robert le duché de Bourgogne en contrepartie de la renonciation de celui-ci à la couronne. Ultérieurement, par la pratique dite des apanages, les rois de leur vivant attribuèrent la couronne à leur aîné et bloquèrent toute revendication des puînés par l'acceptation par ces derniers de leur apanage, acceptation qui valait renonciation à succession future, donc affirmation de la succession héréditaire par droit de primogéniture mâle. Ainsi se solidifia la constitution du royaume. C'est à l'occasion de la guerre de Cent Ans que fut mis en cause le droit des rois à disposer du royaume. On sait qu'après le désastre de Poitiers, 1356, le roi Jean de Lebon fut fait prisonnier et que pour racheter sa liberté il envisagea par les préliminaires de Londres 1359, de céder en toute suzeraineté à son vainqueur Édouard III une grande partie des terres que celui-ci détenait, à titre de vassal du roi de France, pratiquement toute la façade ouest et plus encore. Comme le voulait l'usage, ce projet de traité fut soumis à l'appréciation des États ou du moins de l'Assemblée qui, en ces temps troublés, en tenait lieu. Celle-ci déclara que ce traité n'était ni passable ni faisable, parce que le roi ne pouvait disposer que du sien. C'est donc en 1359 que se situe le moment, sans doute le plus prodigieux de l'histoire de France, celui où le royaume ne fait plus partie de la propriété personnelle du roi, et apparaît comme une chose en soi, dont le roi ne peut plus disposer, parce que le royaume est devenu res publica, qui n'appartenant plus à personne ne peut désormais appartenir qu'à lui-même. C'est pourquoi j'ai pu dire que la République, en France, est née en 1359, parce que le royaume, ultérieurement devenu nation, avait évacué toute relation d'ordre patrimonial avec son dirigeant. Si aux origines, les royaumes se conquéraient par la force de l'épée et appartenaient ensuite à leurs conquérants lesquels en disposaient comme de leur patrimoine personnel, cette relation patrimoniale fut timidement évacuée en 1359 pour aboutir ultérieurement et par étapes successives à une dépatrimonialisation totale du fondement de la souveraineté politique, celle-ci devenant exclusivement et essentiellement fondée sur la seule souveraineté de la nation, laquelle ne peut être exprimée souverainement que par le peuple des citoyens, sans que l'on ait à exiger de ceux-ci pour fonder leur droit de vote, ni un titre de propriété ni la possession d'une certaine fortune. Aujourd'hui, dans l'univers politique, toute relation entre la propriété et la souveraineté est abolie. Cette relation demeure toujours en vigueur dans l'univers économique où l'entreprise demeure toujours définie comme une société de capitaux vis-à-vis de laquelle les salariés ne sont que des tiers, uniquement liés à elle que par un contrat de louage de service. Telle est d'ailleurs la seule définition du capitalisme, qui, contrairement à ceux qui le considèrent comme un système économique,
n'est en réalité qu'un système de droit qui fonde la souveraineté économique sur la propriété individuelle du capital. Tandis que le socialisme, que l'on veut présenter comme l'antonyme du capitalisme, demeure, lui aussi fondé sur la relation patrimoniale qui fonde la souveraineté économique sur la propriété, à la réserve subalterne près que, pour les socialistes, cette propriété doit être collective. Ainsi les nationalisations de 1981, le plus bel hommage que les socialistes aient rendu au capitalisme. Car individuelle ou collective, tant que la propriété constituera le fondement de la souveraineté économique, celle-ci demeurera un archaïsme et de ce fait, une incohérence par rapport à tous les autres secteurs de la vie collective qui ont réussi à évacuer la relation patrimoniale comme référence et source de tout pouvoir. Cette situation d'incohérence explique sans doute pourquoi les entreprises, si elles peuvent être plus ou moins bien dirigées, ne peuvent jamais être gouvernées, car on ne gouverne jamais que des citoyens au sein d'une démocratie républicaine de souveraineté nationale. La démocratie. Il existe deux types de démocratie. Si les démocraties populaires peuvent être dirigées, en particulier par la force du parti dominant et généralement unique, et s'effondrer dès lors que ce parti unique perd de sa force cristallisante, URSS, ex-Yougoslavie, seules les démocraties de souveraineté nationale peuvent espérer être gouvernées, à condition de ne pas oublier les deux principes fondamentaux sur lesquels elles reposent, et dans cet oubli, de ne pas se contenter de ces seuls procédés apparents, lesquels, souvent limités à eux-mêmes, peuvent conduire ces démocraties à leur propre perte. Les deux principes de la démocratie de souveraineté nationale. Le premier principe repose sur la reconnaissance et le respect de la cohabitation simultanée de deux ordres de souveraineté, celle qui procède de l'individu, essentiellement et exclusivement, et celle qui procède de la nation, essentiellement et exclusivement. Il est clair en effet que toute démocratie ne peut exister qu'avec des citoyens, individuellement libres, donc individuellement souverains dans leurs propres choix et qui vivent tous au sein d'une communauté nationale détentrice essentiellement et exclusivement de sa propre souveraineté. Cette souveraineté individuelle de chaque citoyen doit pouvoir se concilier avec la souveraineté de la communauté nationale qui puise en elle-même et en elle seule sa propre souveraineté, sans que la souveraineté de chaque individu puisse attenter, limiter ou perturber dans l'anarchie et le désordre, les attributs et les missions de la souveraineté nationale et sans que celle-ci puisse pénétrer, envahir et réduire par l'oppression et les dangers du totalitarisme, tout ce qui ne peut procéder que du libre choix de chaque citoyen dans l'exercice de ses droits inhérents à sa qualité de citoyen, et des devoirs qu'il se doit à lui-même, comme ceux qu'il doit, par l'impératif de solidarité tant à la nation à laquelle il appartient qu'à ses autres concitoyens. Le deuxième principe constitutif de toute démocratie de souveraineté nationale est par conséquent cet impératif de solidarité. Encore faut-il que cette notion de solidarité ne soit pas détournée de son sens réel, notamment à des fins démagogico-idéologiques pour servir de fallacieux prétexte à une illusion d'égalitarisme, au nom d'une volonté de réduction des inégalités, pour aboutir à un nivellement réducteur qui porterait, tôt ou tard, ladite communauté nationale à son niveau d'entropie maximum. La solidarité représente une situation d'asservissement, qui unit entre eux tous les éléments d'un même ensemble. Je répète, d'un même ensemble. Il s'en déduit que l'impératif de solidarité ne peut concerner que les seuls citoyens de la même communauté nationale. À l'égard de tous les autres, il ne peut s'agir éventuellement que d'un élan d'assistance, de charité, de générosité, d'entraide, de coopération, etc., sans que jamais cet élan ne puisse constituer un devoir pour celui qui l'accorde, ni d'un droit pour celui qui le reçoit et qui bien souvent s'imagine pouvoir le revendiquer et parfois même l'exiger. Il en est notamment ainsi du prétendu droit d'asile, et de la revendication des immigrés clandestins à exiger des papiers. En aucun cas, cet impératif de solidarité ne peut se situer dans l'utopie universaliste, dépassant les limites de la seule communauté, nationale et ou européenne. Michel Rocard d'ailleurs lui a tordu le cou, en précisant que la France ne pouvait accueillir toute la misère du monde. Restrictif quant à ses éventuels bénéficiaires extérieurs à la communauté nationale considérée,
l'impératif de solidarité est également restrictif quant à ses éventuels bénéficiaires nationaux. Le lien qui a servi entre eux tous les citoyens d'une même communauté ne peut s'établir qu'au bénéfice exclusif de ceux des citoyens qui, pour une raison légitime, c'est-à-dire pour une raison indépendante de leur volonté ou de leurs faits personnels, ne disposent pas ou ne disposent plus de la faculté de prendre en compte par eux-mêmes la charge d'avoir à relever les défis de leur propre existence. En aucune circonstance, la solidarité nationale ne peut intervenir au bénéfice de ceux qui, pour une raison ou une autre, auraient, par acte délibéré, négligence, imprudence, imprévoyance, ou par consentement délibéré ou tacite, participé à leur propre incapacité. La solidarité ne saurait exclure la responsabilité. Pas davantage, la solidarité ne saurait tendre à entretenir l'illusion morbide de l'égalitarisme. L'État. Par les administrations qui le constituent, l'État est l'armature permanente, structurée et anonyme, on dit même que l'État est sans âme, au service du gouvernement choisi par la nation souveraine, dont le choix a été fait par le peuple lors de ses scrutins. L'État est un instrument, rien d'autre. En effet, l'État ne peut rien décider ou faire par lui-même, en dehors des instructions qu'il reçoit du gouvernement, dont les décisions sont implicitement ou expressément approuvées par la majorité dégagée des urnes, majorité censée exprimer les choix de la nation tout entière. Si donc l'État est jugé inefficace et coûteux dans les secteurs où il a à intervenir, c'est que le gouvernement en place, naturellement héritier des gouvernements qui l'ont précédé, ne lui a pas donné les moyens de ses actions et suffisamment contrôlé leur emploi, carences dont les gouvernements et majorités successifs qui les ont soutenus sont seuls et exclusivement responsables. L'État, en outre, notamment en France, présente les caractères d'une situation paradoxale. Si aujourd'hui, l'État procède de la nation, il est clair qu'en ses origines, la France a été constituée par et autour de son État, parfaitement alors identifiée avec la personne même du souverain. La fameuse parole attribuée à Louis XIV, « L'État, c'est moi », était parfaitement justifiée, au moment même où elle commençait à ne l'être plus. C'est par les vestiges de son ex-imprégnation royale et souveraine, que l'État, en France, a longtemps conservé des signes de privilèges exorbitants au droit commun, dont celui de sa prétendue irresponsabilité systématiquement battue en brèche par la jurisprudence concordante du Conseil d'État. Chapitre 2 Le peuple, le citoyen, le roi, les rois. Le peuple. Pendant longtemps, non sans une certaine nuance péjorative, le peuple a représenté la masse des individus résidant sur un territoire et qui ne pouvaient avoir la qualité de citoyens, dans la mesure où celle-ci n'existait pas d'une manière ni claire ni bien précise. Sous tout l'Ancien Régime, on n'était non pas citoyen, mais sujet du roi. Ce n'est que progressivement que le peuple s'identifia à la totalité des citoyens de la dite communauté, et que furent reconnus à tous, indépendamment de leur sexe, le droit de vote et la faculté d'être éligibles. C'est pourquoi sans doute, certains ont pu croire que c'était le peuple encore, qui incarnait la souveraineté de la nation et détenait les critères de la légitimité de tout pouvoir exercé en son nom. De là, on le sait, la dérive vers la conception des démocraties populaires qui toutes, ont disparu avec la disparition du parti unique autour duquel celles-ci étaient constituées. Dans les démocraties républicaines de souveraineté nationale, le peuple est désormais reconnu comme constitué par l'ensemble des citoyens de la dite communauté, et à l'instar de la République qui constitue leur bien commun, indivisible et inaliénable, le peuple constitue un tout, lui aussi un et indivisible, indépendamment de tous les multiples critères, d'âge, de sexe, de confession, de croyance, de sensibilité politique ou même d'adhésion à des idéologies diverses et parfois même peu sympathiques, qui établissent entre les citoyens des lignes de segmentation apparentes. Apparentes, car si ces lignes de segmentation devaient être considérées comme des lignes de clivage et pire encore pour certains esprits morbides, des lignes de fracture, alors le peuple, et la République qui est la sienne, comme la nation qui lui sert de matrice, ne seraient plus un et indivisibles, et perdraient de ce fait toute raison d'être. Si le peuple ne peut pas être un tout, alors il se réduit à n'être que la juxtaposition instable, fragile et conflictuelle d'un ensemble variable de diverses sous-communautés spécifiques, non fongibles les unes dans les autres et qui n'ont de ce fait aucune raison de vivre ensemble, sans passé commun, sans commune vision d'un futur collectif et solidaire et qui, tôt ou tard,
trouveront l'occasion ou le prétexte d'un affrontement mortel entre elles, comme ce fut le cas pour l'ex-Yougoslavie et de tant d'autres groupes ethniques, artificiellement établis au sein d'une apparence d'État commun, lequel n'est pas l'expression d'une même nation, pour l'évidente raison que cette nation n'a pu encore sourdre d'un assemblage hasardeux de tribus, encore éloignées du sentiment national, donc de la notion de république, et partant de là, de l'idée même de démocratie. Si le peuple ne peut pas être considéré comme un tout, la voie est alors ouverte à toutes les dérives mortelles. Ce peut être celle de sa fragmentation qui conduit un ministre à apporter en terre étrangère le salut du peuple de gauche, ou à un député d'affirmer à l'opposition qu'elle a juridiquement tort depuis qu'elle est devenue politiquement minoritaire, et à tant d'hurluberlus d'évoquer le passage de l'ombre à la lumière, et à tant d'impies de chercher à l'intérieur du peuple la trace d'une fracture qui n'existe que dans leur aveuglement. Cette même fragmentation du peuple. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.